Nous sommes en janvier 1995. Bonjour. C'est une émission politique hebdomadaire, depuis longtemps oubliée. Autour de la table, des éditorialistes commentent l'actualité. Parmi eux, un petit nouveau. Et je n'oublie pas Marc Zemmour, Info Matin. Éric, et non pas Marc Zemmour, vient d'écrire un livre sur Édouard Balladur, alors Premier ministre, candidat surprise à l'élection présidentielle de 1995. Pour l'une de ses toutes premières télés, le journaliste de 36 ans semble déjà très à l'aise. Toute la stratégie de Balladur depuis le début, c'est de couvrir tout l'espace politique français. À la limite, de laisser un petit bout à la gauche et un petit bout à l'extrême droite. Exactement, le moins possible. Et il n'y a plus d'espace pour personne. 25 ans plus tard, il n'a pas quitté les plateaux de télévision, mais il a changé de statut. Ce soir-là, il débat d'égal à égal avec un poids lourd de la politique, Jean-Luc Mélenchon. 2 minutes. Une confrontation qui semble lancer la campagne de 2022. Vous n'êtes jamais de l'avis de M. Mélenchon de jadis. Et là, pour le nucléaire, c'est... encore heureux. Oui, mais là, pour le nucléaire, c'est la même chose. Le nucléaire, c'est la même chose. Vous êtes borné. Non, je suis mais pas moi, borné, je suis j'évolue cohérent. dans la vie, je réfléchis. Je suis, moi aussi. Oui, mais... J'essaye. Comment ce journaliste politique, éditorialiste, tête de gondole télévisuelle, est-il devenu, malgré les outrances, les scandales et les condamnations judiciaires, un homme capable de dynamiter le début de campagne présidentielle? Qui est-il? Qui le conseille? Comment Éric Zemmour a-t-il réussi à imposer ses obsessions dans le débat public? Une virée nocturne dans les rues de Paris. 2 voitures et 8 militants, armés d'un pot de colle. Stanislas Rigaud, 22 ans, étudiant en droit, est passé par l'Institut de formation politique, une école privée dont l'ambition affichée est de former des étudiants désireux de servir la France. Là, il est 1h du matin, on est à Paris. Là, on prépare la colle pour pouvoir la mettre sur les affiches, pour pouvoir coller nos affiches qui sont juste ici. Donc les affiches Zemmour président. En mars dernier, il a lancé Génération Z, un mouvement de jeunes au service d'une candidature Zemmour à la présidentielle. Une campagne, c'est long, une campagne, c'est difficile. Et on a pris de l'avance dès le mois de mars pour avoir un mouvement structuré et efficace. Donc les collages, on les a commencés il y a aussi 3 mois maintenant. Ça se passe assez bien. Assez bien, enfin presque. Premières affiches collées et premier contact avec ces agents de la mairie de Paris. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Face à eux, Stanislas Rigaud a potassé son droit électoral. Vous avez l'autorisation pour que... Non, mais c'est ce qu'on nous a toujours dit, parce qu'avant de faire des actions comme ça, on se renseigne. Parce qu'en fait, le mobilier urbain, donc qui est mobile et qui n'est pas permanent, on a le droit, il y a un gros vide juridique. En fait, tous les partis politiques, tous les mouvements politiques qui collent sont autorisés à le faire en fait, d'une certaine façon. Il y a un vide juridique là-dessus. Alors, je viens d'avoir une discussion là avec le hiérarchique. Okay. Donc c'est bien l'affichage sauvage. Ah bon? Donc il faudra arrêter. Ok. Donc il va même aussi falloir les enlever? Ouais, ok. Allez, on enlève juste les affiches pour faire plaisir. Afficher l'amateurisme de ces néo-militants n'était pas prévu. Est-ce que c'est possible de ne pas filmer au moment où on les enlève quand même, s'il vous plaît? Ça fait toujours un peu créneuse d'enlever quand même les affiches, je trouve, à l'image. Stanislas Rigaud respecte une autre consigne. Il ne faut surtout pas dire que son mouvement est téléguidé par Éric Zemmour. Nous, on n'a pas de relation avec Éric Zemmour. Par contre, en effet, on bosse avec les amis d'Éric Zemmour. C'est eux qui financent l'intégralité des affiches. Les Amis d'Éric Zemmour, c'est un parti politique dont les statuts ont été déposés en avril 2021. Une structure doublée d'une association de financement. Antoine Diers, 33 ans, en est le porte-parole. Il a milité aux côtés de Philippe de Villiers, puis chez Nicolas Sarkozy. Sa mission, baliser le chemin, au cas où. Alors nous, on se prépare à être utile le jour où Éric Zemmour décide d'être candidat. Éric Zemmour, il n'a pas de parti, et heureusement, c'est pas un politicien, c'est ça sa force. Et donc nous, de manière bénévole, on se dit, essayons de préparer le terrain au maximum sur tous les aspects, parrainage, financement, relais locaux. Antoine Diers a formé une première équipe pour récolter les 500 parrainages des maires. C'est lui aussi qui a rédigé cette brochure de promotion d'Éric Zemmour, envoyée dans les mairies. Mais promis, juré, tout cela s'est fait sans intervention du polémiste. Qu'est-ce qui a écrit ce petit texte? Moi. Vous l'avez fait valider par l'intéressé?
Ah bah non. Non, Éric Zemmour, vraiment, il est dans son couloir, on est dans le nôtre, il vit sa vie. Et Enfin, nous, vous avez quand même des contacts. On prépare sa future vie. Ah non, moi j'ai pas de contact avec Éric Zemmour, moi je l'ai vu quelques fois, mais... Il vous a pas félicité, il vous a pas remercié? Je trouve qu'il aurait pu, parce que je me trouve très bon. Mais... Des visages jeunes, une génération soi-disant spontanée pour pousser le polémiste vedette de CNews à franchir le pas. Voilà pour l'histoire officielle. En réalité, il y a de longues années qu'Éric Zemmour mûrit l'idée d'un destin politique. À l'automne 2014, le journaliste publie Le Suicide français. Plus de 450 000 exemplaires vendus. Et à chaque séance de dédicace, des lecteurs qui le plébiscitent. S'il vous plaît, vous allez reculer un petit peu. Ça, c'est pour qui? Alors moi j'en ai 8. Vas-y. Vous en avez 8? Oui, j'en ai 8. Ah, vous faites fort, là. Maison. Ah, bah, vous avez raison. J'ai plein d'enfants. Ah, bah, vous avez bien raison. Et vous êtes notre maître. Merci, madame. Cette année-là, la journaliste Ariane Chemin accompagne Éric Zemmour à Béziers, en train. Elle le voit basculer. Il était en première, j'avais demandé à le voir, moi j'étais en seconde, il m'avait dit je peux vous accorder 20 minutes ou une demi-heure au bar Corail. Déjà ça m'avait frappé. Bon, puis on est arrivé à la gare de Béziers et là tout d'un coup il y avait un balai de limousine qui l'attendait, je me souviens que j'étais stupéfaite, je l'ai vu dans le costume d'un politique pour la première fois. Et en fait là j'ai eu un choc. Je vois les affiches 4x4, Éric Zemmour à Béziers, il est attendu dans une salle de la ville, et je le vois regarder les affiches et je vois qu'il est grisé par ça. Tout d'un coup, il avait basculé de l'autre côté. Et avec le recul, on voit bien que, voilà, il n'était plus seulement le journaliste du Figaro, il était autre chose. Ce succès d'édition, qui résonne largement dans les médias, inspire des figures anciennes de la droite souverainiste. Patrick Buisson, conseiller de Nicolas Sarkozy, mis sur la touche après l'avoir enregistré à son insu. Et Philippe de Villiers, candidat de la droite souverainiste en 1995 et 2007. Nous sommes au début de l'année 2015, à la Rotonde. Dans cette brasserie chic du quartier de Montparnasse, où Emmanuel Macron viendra fêter son succès électoral 2 ans plus tard. Au premier étage, 3 hommes à table. Il y a Éric Zemmour, Patrick Buisson et Philippe de Villiers. En fait, c'est des vieux amis, ça fait une trentaine d'années qu'ils se connaissent. Et ils sont très copains, ils sont d'accord sur quasiment tout. Et ils ont l'habitude de déjeuner ensemble assez régulièrement. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, hebdomadaire de la droite identitaire, est très proche de ces hommes et de cette mouvance qui se désigne comme la droite hors les murs, qui croit plus en Marion Maréchal qu'en Marine Le Pen. Et puis il y a un jour un déjeuner qui tourne un peu différemment des autres. Ils parlent de la vie politique en général et puis ils sont d'accord sur un constat, c'est que Marine Le Pen ne peut pas gagner seule l'élection présidentielle et que la droite est en train de se perdre idéologiquement et qu'elle ne représente plus le RPR de l'époque. Et Buisson lui dit c'est toi qui dois y aller Éric, maintenant c'est toi qui es le mieux placé pour représenter nos idées en fait à l'élection présidentielle. Et la première réaction de Zemmour, c'est de balayer ça d'un revers de main et de dire non mais tu vous rigolez, vous êtes fous les gars, c'est pas du tout mon rôle, c'est pas du tout mon métier, et il oublie en fait. Mais Patrick Buisson, lui, persiste. Spécialiste des sondages, il en commande un, qu'il ne publie pas. Éric Zemmour serait alors crédité de 3% d'intention de vote. 6 mois plus tard, Geoffroy Lejeune sort un livre de politique fiction dans lequel le même Éric Zemmour se présente comme candidat à l'élection présidentielle de 2017. La graine est plantée. L'idée baroque d'une candidature du polémiste fait son chemin, régulièrement nourrie dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Entre 2014 et 2021, cet hebdomadaire de la droite dure met le journaliste 15 fois en une. La notoriété d'Éric Zemmour ressemble de plus en plus à un capital politique que les partis tentent de récupérer. Fin 2018, Nicolas Dupont-Aignan et le Rassemblement national font à Éric Zemmour une offre identique. Une place en 3e position pour les élections européennes à venir. C'est Sébastien Chenu qui mène les négociations pour le Rassemblement national. Mais le polémiste refuse.
Son truc, et on le voit, c'est un intellectuel, c'est réfléchir, c'est écrire, c'est déclamer. Et on sent que rencontrer les Français, trouver des solutions, c'est pas un niveau auquel il veut se mettre. Ça ne l'intéresse pas. Et puis, à partir du moment où on ne demande pas à Éric Zemmour d'être numéro 1, il considère qu'il ne peut pas étudier la proposition. Éric Zemmour préfère être numéro 1. Et pour cela, il y a une élection, la présidentielle. Fin 2020, il contacte Patrick Stefanini, ex-directeur de campagne de Jacques Chirac et de François Fillon. Manifestement, il est dans cette démarche qui consiste à basculer du statut de polémiste au statut de candidat à l'élection présidentielle. Il est pris d'une sorte de vertige parce qu'il n'a pas d'expérience de tout ça. Il sait que j'ai dirigé plusieurs campagnes présidentielles et au fond, il se dit, voilà, le couteau suisse, je l'ai sous la main, il faut juste que je lui fasse la proposition. Il me l'a fait fin 2020 ou tout début 2021 et je lui fais savoir début juillet que je ne donnerai pas suite à sa proposition. Pour l'essentiel, pour 2 raisons que je lui dis en toute clarté. La première, c'est que j'ai des convictions européennes. Lui, c'est un souverainiste intégral. Bon, alors il me répond que c'est pas grave, que c'est pas très important, ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un dont je crois tout le combat politique est fondé sur une dénonciation de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et puis deuxièmement, je lui dis qu'il va faire le jeu de Macron. Parce qu'il va certes affaiblir Marine Le Pen, mais il va aussi affaiblir la famille politique qui est la mienne. En tout cas, ce sont les 2 raisons dont je lui fais part. Depuis l'automne 2019, Éric Zemmour bénéficie d'une exposition quotidienne sur la chaîne CNews, où il exprime très librement sa vision de la France et de son déclin. Une tribune qui fait décoller les audiences d'une case jusque-là sinistrée. 182 000 téléspectateurs à son arrivée, des pics au-delà de 800 000 au printemps 2021. Galvanisé, Éric Zemmour annonce la sortie d'un nouveau livre dont la promotion va lui permettre de faire un tour de France. La première séance de signature est organisée à Toulon en septembre dernier. 800 lecteurs patientent devant le Palais des Congrès. Ils ont déboursé 20 € chacun pour écouter Éric Zemmour, le polémiste vu à la télé. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Quand est-ce que vous l'avez découvert d'abord? Déjà dans l'émission CNews, le fait qu'il parle cash, qu'il ne mente pas, qu'il ne parle pas comme les politiques, on n'en peut plus des politiques. D'ailleurs, il les ringardise. Un auteur très encadré qui arrive sous escorte. 4 gardes du corps, l'homme reçoit régulièrement des menaces, et un conseiller pour gérer ses apparitions publiques. Voici Olivier Hubeda et son oreillette, expert en stratégie électorale. Il y a beaucoup de monde? Bah oui, c'est archi plein. Il a été recruté 3 semaines plus tôt pour, selon lui, assurer la tournée promotionnelle de l'auteur. N'ayez pas peur. Il est où l'organisateur? C'est pas vous les gens. J'attends l'organisateur parce que les gens sont pas là. Bon. C'est vous qui chauffez la salle? Moi je chauffe rien, moi je chauffe mon café de temps en temps. C'est un festival littéraire, je ne suis pour rien, je n'ai rien fait. Dans les coulisses, il veille à chaque détail pour soigner l'entrée en scène de son client. Faites attention aux gens dans la file, s'il vous plaît. Pendant qu'Éric Zemmour dédicace à tour de bras, Olivier Hubeda répond volontiers aux questions sur son CV. Les salons littéraires n'ont pas l'air d'être sa spécialité. Je suis un campaigner. Je fais des campagnes électorales, c'est 95% de mon chiffre d'affaires. Donc je ne fais que ça, campaigner. Olivier Hubeda a notamment participé à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Dire achetez mon livre et puis dire votez pour moi, c'est juste pas pareil du tout. Pour l'instant, il n'a pas dit votez pour moi. Moi, je me cale à ça et je reste là-dessus, je veux rester à ma place. Si jamais il dit je suis candidat, alors du coup, vous changez quoi? Déjà, on va changer le contrat. Vous êtes payé par Éric Zemmour? Oui, bien sûr. Donc c'est pas du tout du bénévolat? J'ai une tête de bénévole. Vous êtes cher? Je suis à 500 € l'heure hors taxe. Mais très vite, il apparaît que c'est une autre personne qui est aux commandes. Aux côtés d'Olivier Hubeda, une jeune femme plus avare de sa parole, mais au rôle stratégique, Sarah Knafo. Sa liaison avec le polémiste sera rendue publique par la presse quelques jours plus tard.
Je pense que tu les connais par cœur. Je les connais par cœur, bah oui. Bah oui. Bon. Bravo. Bah écoute, ouais, c'est énervant que ça traîne, j'aime pas le temps. Bah écoute. Qui est cette jeune femme de 28 ans qui joue un rôle majeur auprès du quasi-candidat? C'est une brillante énarque. Elle est sortie de la promotion Molière de l'ENA en 2019 et elle est sortie dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers postes qui sont attribués à la sortie de l'ENA. Et elle a choisi la Cour des comptes, donc l'un des fameux grands corps de l'État. Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller de François Hollande, l'a rencontrée en 2019. En fait, j'avais entendu parler d'elle parce qu'à Sciences Po à Paris, et puis après à l'ENA, elle faisait partie des élèves qui réussissaient particulièrement bien. Et j'avais beaucoup de mes anciens étudiants de Sciences Po ou de l'ENA qui me parlaient d'elle comme la personne la plus talentueuse de sa génération. Et donc, ça a fini par aiguiser ma curiosité. Donc, par des amis communs, on a fini par se rencontrer dans un dîner, puis on a pris quelques cafés ensemble. Les affinités politiques de la jeune femme sont pourtant à l'opposé de celles de l'ex-conseiller de François Hollande. Dès ses études à Sciences Po en 2015, Sarah Knafo anime un club de réflexion souverainiste. Merci à vous d'être venu et merci à vous, Monsieur Guénaud, d'avoir accepté votre invitation. Un engagement qui lui permet de construire un solide carnet d'adresses. Elle invite Henri Guénaud, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc nous aimons nous décrire comme des étudiants euro-mécréants, car nous refusons d'avoir une foi aveugle en la construction européenne. Nous espérons recevoir dans les mois qui viennent Marie-France Garot et Éric Zemmour. C'est bravo. Elle s'engage d'abord pour Henri Guénaud, candidat aux législatives à Paris en 2017. Un échec. La jeune femme choisit alors un autre champion, Éric Zemmour. Leurs deux familles se connaissent. Il l'a aidé à préparer le concours de l'ENA. Gaspard Ganzer découvre le lien très particulier qu'elle a construit avec le polémiste d'extrême droite en lisant la presse. À l'époque, j'en avais été surpris, et d'ailleurs on avait eu l'occasion d'en parler, parce qu'elle venait juste de commencer sa carrière professionnelle à la Cour des comptes, et donc ça posait aussi des questions vis-à-vis de son employeur. Parce que même si on peut s'engager politiquement et avoir des convictions politiques quand on est fonctionnaire, haut fonctionnaire, on est aussi tenu une forme de devoir de réserve. Et donc je m'en étais tenu là, et je m'étais dit, bah tiens, effectivement, c'est une partie du personnage qui m'avait échappé. Et puis après, à partir de là, elle s'en est plus cachée, effectivement. En septembre 2021, Sarah Knafo se met officiellement en disponibilité de la Cour des comptes pour se consacrer à Éric Zemmour. Désormais, elle peut sortir de l'ombre et ne semble pas bouder son plaisir. C'est assez rare, à moins de 30 ans, d'apparaître comme ça en pleine lumière et d'avoir l'opportunité de diriger peut-être une campagne présidentielle. Donc je ne suis pas sûr qu'elle s'en plaigne. D'ailleurs, je pense que si ça la gênait vraiment beaucoup, elle ne l'aurait pas fait. Après, on peut, comme toujours, être guetté par l'hubris. J'ai jamais senti ça chez elle. Après, c'est sûr qu'elle a mis la totalité de sa mise sur la table au casino. Elle peut gagner beaucoup, elle peut aussi perdre beaucoup. Mais je pense que ça, elle le sait. Au cœur de la machine, Sarah Knafo coordonne tout le monde. Même ceux qui affirment n'avoir aucun lien avec Éric Zemmour. Ici, avec Antoine Diers, porte-parole des Amis de Zemmour. Ah non, moi j'ai pas de contact avec Éric Zemmour. Là, avec Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Nous, on n'a pas de relation avec Éric Zemmour. Deux chevilles ouvrières du dispositif Zemmour, téléguidées par Sarah Knafo. Grâce à son solide carnet d'adresses, elle a mis en relation Éric Zemmour avec cet homme, le préfet Gilbert Payet, dont elle fut la stagiaire quand il était en poste à Pau. En septembre dernier, il devient conseiller technique et juridique d'Éric Zemmour. C'est Ariane Chemin qui a révélé ce ralliement. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la haute fonction publique n'a plus peur de s'afficher avec quelqu'un qui est résolument d'extrême droite, Éric Zemmour. Le fait, par exemple, que Gilbert Payet, préfet dans de nombreux départements, qui a quand même été le directeur des stages à l'ENA, aujourd'hui le conseille pour les comptes de campagne, éventuellement pour le temps d'antenne à la télévision, c'est quand même pas rien, c'est un symbole. Des ralliements et un début d'organigramme. Sarah Knafo s'y attelle, avec deux anciens banquiers de chez Rothschild. Jonathan Adler, son ex-collègue de Sciences Po, embauché par la banque JP Morgan, il est coordinateur du programme d'Éric Zemmour. Julien Madar, directeur général de Check My Guest, une start-up de gestion locative.
Il a d'abord prêté sa boîte aux lettres aux amis de Zemmour à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, pour récolter les premiers chèques des donateurs. Aujourd'hui, il est responsable du pôle financement. Une tâche immense et cruciale, car rares sont les riches donateurs qui assument publiquement de soutenir Éric Zemmour. Charles Gave est l'un d'entre eux. Cet entrepreneur millionnaire n'hésite pas à s'afficher aux côtés du groupuscule Génération Identitaire. Un mouvement d'ultra-droite tellement radical qu'il est dissous par les autorités en mars 2021. L'homme d'affaires a consenti un prêt de 300 000 €. Mais ce n'est pas suffisant pour financer une campagne électorale. Éric Zemmour a besoin d'élargir la base de ses soutiens. Il courtise notamment les milieux d'affaires et les chefs d'entreprise, comme ici, près de Valenciennes. Ce business club invite régulièrement des personnalités politiques et médiatiques à parler d'elle, des déjeuners dans lesquels les caméras ne sont pas autorisées. Nous avons pu récupérer des images. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Un homme heureux? Ouais. Écoutez, j'aime ce que je fais, je suis pris dans une aventure absolument hors du commun. J'ai vraiment envie d'aider la France à rester la France. Mais très vite, Éric Zemmour tente de transformer ce déjeuner en meeting et commence à dérouler son argumentaire politique. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut savoir que ces chiffres sont inouïs. C'est-à-dire qu'on a dans les 275 000 immigrés qui arrivent légalement, on a seulement 14% qui viennent pour travailler. Oui, Eric, par contre, si ça ne vous dérange pas, on avait prévu avec votre équipe que le sujet politique, on l'éviterait, on va surtout parler également de vous, de qui vous êtes. C'est ça qui nous aujourd'hui nous intéresse fortement. Mais vous savez, si vous parlez de moi, vous parlez politique. Combien Éric Zemmour a-t-il séduit d'entrepreneurs ce jour-là? Combien financeront son mouvement? Une seule certitude, le quasi-candidat bénéficie parfois de généreux gestes commerciaux. C'est une adresse de prestige, à l'ombre des palaces du Triangle d'Or parisien. Pendant des années, on y trouvait les mythiques studios photo Harcourt. L'escalier de marbre mène désormais au QG de campagne d'Éric Zemmour. Il a accueilli une première réunion le 25 octobre. 400 mètres carrés, de beaux volumes, le tout à prix d'amis. Selon nos informations, Éric Zemmour a obtenu une franchise pour travaux de 94 000 €, équivalent à la moitié du total de son loyer. Une remise d'une ampleur rare pour ce genre de transaction, qui pourrait interpeller la commission des comptes de campagne. La loi interdit les dons ou aides matérielles consentis directement ou indirectement par des entreprises. Contacté, l'entourage d'Éric Zemmour nous a confirmé l'existence de cette forte remise, mais assuré qu'elle ne contrevenait pas aux règles. Ses proches affirment aussi qu'Éric Zemmour ne connaîtrait pas personnellement le propriétaire qui a accordé la ristourne. Les locaux appartiennent à la société de Francis Lagarde, un homme d'affaires spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté et qui cultive une discrétion absolue. Les seules images publiques de lui remontent à plus de 20 ans, alors qu'il comparaît devant la justice. Il a vu sa peine confirmée hier par la Cour d'appel de Montpellier. Il écope de 2 ans de prison dont un ferme et 13 millions de francs de dommages et intérêts pour abus de biens sociaux. Contacté par téléphone, Francis Lagarde n'a pas souhaité s'étendre sur les conditions de ce bail, qui prend fin le 30 avril 2022, soit une semaine après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un QG de campagne situé à 500 mètres à vol d'oiseau du palais de l'Élysée. L'ultime étape d'un parcours personnel que le polémiste met volontiers au service de son idéologie. Dans la construction de son roman national, Éric Zemmour associe volontiers sa vie à celle des Pieds-Noirs. Je crois qu'il y a une très forte population pieds-noirs ici, ou enfants de pieds-noirs, et... Pour lui, les rapatriés d'Algérie vivraient très mal l'arrivée de ceux qui les auraient chassés. Une des bases de son discours sur un prétendu grand remplacement. Je me sens proche d'eux parce que je suis un des leurs. Mes parents sont nés en Algérie. Son parcours familial est en réalité plus complexe.
Éric Zemmour est issu d'une famille juive qui a quitté l'Algérie française avant le début de la guerre d'indépendance pour trouver une vie meilleure en métropole. Ma famille est arrivée, mes grands-parents, mon père et ses frères et sœurs, puisqu'il y avait 9 enfants, et ils sont arrivés à Montreuil, ils se sont installés dans une HLM à Montreuil en 51. Si vous voulez, ils étaient très très pauvres. Mon grand-père était cordonnier et il avait du mal à nourrir ses 9 enfants. C'était un migrant économique ? C'était un migrant économique ? Oh non, c'était pas un migrant parce qu'il était français et il venait en France et c'était pas économique, c'était simplement, vous savez, il était en France, il allait d'une région de France à une autre. Mais évidemment, c'était l'Algérie et c'était la métropole. Éric Zemmour naît à Montreuil en août 1958, puis déménage ici à Drancy avec ses parents et son frère cadet. Pour lui, son enfance, c'est une enfance heureuse. C'est une enfance où, disons, les identités, ce qu'on appelle aujourd'hui les identités, sont gommées parce qu'on est encore dans les dernières étapes de l'assimilation. Tout le monde se considère comme français. On retrouve dans les livres d'Éric Zemmour cette idéalisation du passé, comme pour mieux dénoncer la situation actuelle. Il l'écrit dans Destin français. Je ne reconnais pas les quartiers où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. La vie était tranquille, joyeuse, sereine. L'image qu'il en donne, évidemment, elle se réduit à une vision caricaturale, puisque tout le monde sait que la vie dans les banlieues, à cette époque-là, déjà, elle était extrêmement diverse et qu'elle était très compliquée. Les bidonvilles, par exemple, dans les années 60, il y avait peut-être plus de ségrégation qu'il y en a aujourd'hui. Mais donc, c'était cette réalité-là donc, qui est cachée dans la présentation idyllique qui nous fait du passé. Bon élève, le jeune Éric Zemmour est inscrit à partir du CE2 dans une école privée juive orthodoxe, Lucien de Hirsch. Il vante volontiers son parcours méritocratique, l'enfant de banlieue arrivé sur les bancs de Sciences Po. J'ai passé mon été, c'était l'été de la canicule de 76, je m'en souviens encore, à travailler, à préparer mes cours d'histoire, de géographie. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est d'avoir une note magnifique en histoire. Vous êtes récompensé beaucoup mieux que toutes les discriminations positives du monde. Diplômé de Sciences Po en 1979, section service public, Éric Zemmour est sur la voie royale pour entrer à l'ENA. Mais à 2 reprises, il trébuche au concours d'entrée. J'ai été admissible à l'ENA, tout le monde le sait maintenant, tout le monde me le rabâche. Je n'ai pas eu l'oral. Voilà, j'étais déçu pendant des semaines, des mois, des années. Il a vécu comme le fait qu'une certaine élite ne comprenait pas ce qu'il était. Il ne sera pas haut fonctionnaire. Après un court détour par une agence de publicité, Éric Zemmour se rabat sur le journalisme au Quotidien de Paris, début des années 80. Parmi ses collègues, la reporter Virginie Leguet. Elle se souvient d'un jeune homme discret, peu disert sur son parcours personnel, mais dont les envies de revanche sociale surgissent souvent. Ce qui est apparu assez vite, c'est que son double échec à l'ENA a été pour lui une humiliation dont il a mis probablement très longtemps à se remettre. Je ne sais pas s'il en est remis aujourd'hui, mais qui à l'époque était très cuisant. Je pense qu'il cherchait à trouver sa place, il cherchait à s'imposer, il cherchait à briller par ses articles, comme un jeune homme qui cherchait à se dire je leur montrerai ce que j'ai dans le ventre, je leur montrerai ce que je suis capable de faire. Éric Zemmour quitte le Quotidien de Paris en 1994 et après quelques détours, rejoint le Figaro, embauché par Franz-Olivier Gisbert, alors directeur de la rédaction. Quand il arrive au Figaro, c'est un peu le journaliste idéal. C'est-à-dire que à l'heure, les papiers sont à l'heure, on demande un truc, il le fait. Puis un jour, je trouve que ces papiers sont un petit peu trop, un peu trop parisiens. Vous savez, le côté journaliste parisien, ce serait bien qu'il ait une petite bouffée d'air. Et je crois que c'est moi qui lui ai proposé, de toute façon c'était mon idée, tu vas nous faire la France de Le Pen. Et tu vas nous faire un tour de France de Le Pen. Alors, il est revenu de là, je trouvais un petit peu changé. Éric Zemmour suit de près l'actualité du Front National, et notamment l'élection municipale à Vitrolles en février 1997. Hier soir, après la gauche, c'était au tour du Front National de mobiliser. Autour du couple candidat, le service d'ordre hiérarchise l'information à sa manière.
Toute la presse couvre l'événement. Michael Darmon travaille alors pour France 2 et observe son confrère Éric Zemmour abandonner peu à peu la nécessaire distance journalistique. On ne sait plus si c'était un journaliste qui infiltrait le militantisme ou le militantisme qui infiltrait le journalisme avec lui. Mais en réalité, la proximité avec Bruno Maigret, eh bien, elle s'est tout simplement traduite par des relations assez poussées. Ils se voyaient, même dans le cercle privé. C'est ce qu'on savait entre nous, entre confrères. On savait qu'il y avait une dimension particulière de la relation d'Éric Zemmour avec Bruno Maigret sur la base justement de cette entente politique. Mais cette proximité avec les idées du Front National n'est alors ni publique, ni assumée de la part d'Éric Zemmour. Le grand reporter politique du Figaro commence en parallèle à se faire un petit nom grâce à ses livres. Une biographie de Balladur, une autre de Chirac, ou un pamphlet contre les juges. Il est repéré par la jeune chaîne d'information iTélé en 2002. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Christophe Barbier et Éric Zemmour. Il y diffuse ses idées fixes, islam, immigration, insécurité. Tu es dans l'angélisation. Est-ce que les femmes... Mais c'est sa détestation du féminisme qui va faire décoller sa notoriété. En 2006, il publie un brûlot qui lui vaut une invitation dans une émission phare du service public. J'accueille Éric Zemmour. La féminisation de la société est une des raisons, d'après moi, d'une société qui prend moins de risques, qui ose moins, qui découvre moins. Pour lui porter la contradiction, Thierry Ardisson a invité une militante féministe. Elle a un nom, elle s'appelle Clémentine. Clémentine Autain, je connais. J'ai lu son livre, donc je m'attends aux propos qu'il va tenir. Et d'ailleurs, il tient des propos un peu en deçà par rapport à ce qu'il écrit. C'est bien pire dans le livre. Je pense qu'à l'époque, d'ailleurs on le voit sur le plateau avec Francis Huster et Michel Bernier, c'est que finalement tout le monde est un peu stupéfait de ce qu'il est en train de raconter et on le prend pas vraiment au sérieux. Mais on le sent presque en jouissance d'être seul contre tous parce qu'il a le sentiment, et peut-être qu'il pressent quelque chose, que ce seul contre tous va le porter. D'ailleurs, il dit, je le cite, c'est pour dire comme c'est totalement affligeant. Éric Zemmour, oui, je vous ai lu très attentivement. Il dit carrément, d'ailleurs, que plus il respecte une femme, moins il bande, ce qui en dit extrêmement long. J'essaye d'expliquer la sexualité masculine qui est complètement niée aujourd'hui. J'essaye d'expliquer. Non, c'est juste qu'elle n'est pas totalement comme vous la présentez, M. Zemmour. Vous savez, il y a des modèles je cite, mais pas du tout. Vous manquez considérablement d'imagination en la matière. Et vous manquez de culture, donc c'est normal. Donc c'est à égalité. Avec Éric Zemmour, le buzz et le clash sont assurés. Je ne suis pas en campagne municipale. Je ne suis pas en campagne pour la présidentielle. Séduite par l'aplomb du polémiste, la productrice de Laurent Ruquier, Catherine Barma, le recrute. Mi-érudit, mi-sniper, il va incarner deux cultures chaque samedi soir dans le salon de millions de Français. La pensée d'extrême droite et le clash télévisuel. Éric Zemmour, c'est intéressant parce que c'est à la fois l'enfant de Maurras et l'enfant de la télé. Il mélange les deux. Il a de cette tradition très française, maurassienne. Alors les gens disent qu'il est hyper cultivé. Oui, il est maurassien. L'extrême droite française a toujours été cultivée. Et puis c'est un enfant de la télé. Il mélange les deux. Et c'est peut-être le premier qui fait ça parce qu'on connaissait l'un de ses inspirateurs, Patrick Buisson. Mais Patrick Buisson, il ne va pas faire l'amuseur sur les plateaux télé. Jamais. Lui, il fait les deux, Éric Zemmour. Peu à peu, Éric Zemmour colonise l'espace médiatique national. Après ses débuts sur iTélé dès 2002, il arrive sur Canal+ en 2005, France 2 en 2006, France O en 2008. Il est à la radio tous les matins sur RTL dès 2010, sur Paris Première à partir de 2012, sans oublier ses articles et éditoriaux dans Le Figaro et Le Figaro Magazine. Le polémiste bénéficie aussi du large succès de ses livres. Une exposition médiatique alimentée par les scandales quasi systématiques. Comme lorsqu'il veut réhabiliter le maréchal Pétain, qu'il présente comme le sauveur des Juifs français, à rebours des principaux travaux historiques. On peut comprendre pourquoi Zemmour défend à tel point Pétain, c'est que beaucoup dans ses raisonnements ressemblent à ce que Pétain racontait. Pétain, il était hostile à la République parce qu'il trouvait que c'était trop laxiste. Il trouvait que, justement, on n'avançait pas parce que chacun avait son mot à dire, que on laissait parler les partisans des droits de l'homme, etc. Il faut
apparaître comme celui qui va dire le contraire de ce que disent les bien-pensants. Donc il le fait soit en insultant les gens, soit en réhabilitant des personnalités qui sont déconsidérées majoritairement pour les crimes qu'ils ont commis. Éric Zemmour martèle ses lubies, multiplie les outrances. Éric Zemmour! En septembre 2019, par exemple, à la Convention de la droite à Paris. Ah oui, vous êtes nombreux quand même. Selon lui, tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Il fait le constat d'une guerre des races et d'une guerre des religions. Il appelle implicitement à se battre contre une armée d'occupation dont l'uniforme serait la djellaba. Des propos très violents qui vont lui valoir un énième procès pour injure et provocation à la haine. Une petite trentaine de soutiens d'Éric Zemmour est venue déployer une banderole devant le tribunal. Voilà, Alcel, si tu te mets là, décale-toi un peu sur ta gauche. Ouais, nickel. Parfait. Éric Zemmour est jugé en appel pour les propos anti-islam et anti-immigration prononcés lors de la Convention de la droite. Et c'est son avocat qui se charge d'annoncer la décision. J'ai la joie de vous indiquer qu'il a bénéficié devant la Cour d'appel de Paris d'une relaxe complète et entière. C'est une immense victoire puisque je vous rappelle que les associations demandaient à ce qu'il perde ses droits civiques et politiques. Et là, non seulement ils n'ont pas eu de gain de cause, mais il a été entièrement relaxé. Cela fait maintenant plus de 10 ans que Maître Pardo écume les couloirs des tribunaux avec Éric Zemmour. Et l'avocat tient les compteurs. 16 procédures. Une défaite. La première parce qu'il n'a pas voulu faire appel. C'était sur la plupart des Noirs et des Arabes sont des délinquants ou une formule comme ça. En réalité, à l'époque, Éric Zemmour est poursuivi pour 2 déclarations. Le 6 mars 2010, sur François, il affirme. Les patrons ont le droit de ne pas embaucher de Noirs et d'Arabes. Le même jour, il récidive, cette fois chez Ardisson, dans l'émission Salut les terriens. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait. Et en 2011, il est donc condamné pour incitation à la discrimination raciale. Dans les autres cas, relaxé, sauf une fois. C'était devant chez C'est à vous, où il l'a perdu, et on est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Condamné pour provocation à la haine, car le 6 septembre 2016, chez C'est à vous, il assure. Pour tous les musulmans, les djihadistes sont de bons musulmans. Une condamnation définitive, une autre provisoire, sur un total de 16 procédures, de quoi satisfaire son avocat. Mais derrière ce tableau judiciaire se cache une réalité plus subtile. C'est ce que nous explique anonymement l'un des magistrats de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui a été amené à le juger. Nous avons les outils juridiques, mais Éric Zemmour sait exprimer les choses pour que cela puisse passer. Il sait très bien qu'il ne peut pas dire tous les musulmans. S'il n'en vise qu'une partie, cela ne rentre pas dans le cadre d'une infraction. Éric Zemmour sait précisément où se situe la ligne à ne pas franchir. Il l'a même écrit, noir sur blanc, dans son dernier ouvrage, à propos d'une de ses sorties en 2020 sur CNews. J'avais pourtant dit le mot magique. J'avais dit la plupart des mineurs isolés sont délinquants, voleurs, violeurs. À 2 reprises, je l'avais répété, ce mot magique. La plupart. C'est le sésame ouvre-toi. C'est le moyen d'échapper aux condamnations judiciaires. C'est le cache-sexe du réel. Éric Zemmour joue avec le feu. Il maîtrise suffisamment le verbe pour échapper le plus souvent aux condamnations judiciaires. Mais il finit par se brûler les ailes, à force d'accumuler les polémiques médiatiques. Après l'avoir mis en vedette pendant 5 ans sur France 2, Laurent Ruquier l'écarte en 2011 et se sent obligé de s'excuser. Je le regrette aujourd'hui. Je suis un de ceux qui lui a donné la parole toutes les semaines pendant 5 ans. Je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. En 2014, Éric Zemmour est aussi licencié de iTélé, dans le sillage d'une interview polémique donnée au Corriere della Sera. Vincent Bolloré, nouvel actionnaire du groupe, ne cache pas sa vive désapprobation et son intention de faire revenir le polémiste.
c'est la plus grosse colère de Vincent Bolloré. Elle a pour objet Éric Zemmour. En 2014, il n'est pas encore aux manettes comme il l'est aujourd'hui. Et il est furieux contre les dirigeants de Canal+, qui ont viré Éric Zemmour sans lui dire. Il dit, vous auriez dû me prévenir, vous auriez dû... il fallait que je sois au courant. On ne vire pas Éric Zemmour comme ça. Hein. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Malgré la multiplication des procédures judiciaires, la radio RTL fait pour sa part le choix de garder Éric Zemmour à l'antenne. Le polémiste avait été recruté en 2010 par le patron de l'époque, Christopher Baldelli. J'aimais bien son positionnement, qui était un positionnement sans doute lié à ses tentations souverainistes à l'époque, c'est-à-dire très iconoclaste, inattendu, et il était capable de donner des bons et des mauvais points à la droite comme à la gauche, et c'est ce que je trouvais intéressant en lui. Ses débuts sur RTL coïncident avec sa première condamnation judiciaire. Mais difficile de se passer de ce chroniqueur à audience. La radio choisit plutôt de mettre en place un cordon sanitaire. Les chroniques sont relues par la direction avant l'antenne. Alors, il n'y a pas nécessairement des chroniques qui ont été retoquées purement et simplement. En revanche, il y a pu y avoir des demandes de réécriture ou de modification sur tel ou tel élément de la chronique. Toujours, encore une fois, ce n'était pas une censure, c'était uniquement le respect de la loi. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui posaient problème par rapport au respect de la loi, eh bien, on lui demandait de le modifier. En tout cas, ça ne passait pas à l'antenne. Il acceptait les règles du jeu. Malgré cette relecture, des polémiques surgissent, comme ici, en 2014. Les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute de Rome, sont désormais remplacés par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Une chronique qui vaut à RTL d'être fermement mise en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Des propos considérés par le CSA comme de nature à encourager des comportements discriminatoires et capables d'inciter à la haine ou à la violence. Le CSA interviendra à 4 reprises contre les chroniques du polémiste sur cette station. Sous la pression, malgré des audiences solides, RTL doit se résoudre à diminuer le temps d'antenne d'Éric Zemmour jusqu'à l'écarter complètement en 2019. Remercié par France 2, iTélé et RTL, Éric Zemmour n'est plus présent que sur Paris Première et au Figaro Magazine. Une période de vache maigre dont va le sortir l'actionnaire désormais majoritaire de Canal+. À l'été 2019, Vincent Bolloré lui offre un retour à l'antenne sur CNews, le nouveau nom d'iTélé. De quoi provoquer un grand émoi au sein du groupe. Nous avons pu nous procurer le compte-rendu de la séance extraordinaire du Comité social et économique du 17 octobre 2019, qui lui est entièrement consacré. L'un des participants demande si Vincent Bolloré assume, non pas de l'inviter en plateau de temps en temps, mais de payer tous les jours ce monsieur qui fait des appels à la guerre civile et à la violence en France. À l'issue de cette réunion d'1h30, les représentants du personnel demandent à la direction de Canal+ de cesser sa collaboration avec Éric Zemmour et de le retirer de l'antenne de CNews pour des raisons évidentes sur le plan économique, sur la sécurité des personnels, sur l'image du groupe et sur l'éthique. Un vote à l'unanimité qui ne fait pas plier Vincent Bolloré. Éric Zemmour, quand il raconte la façon dont il a été recruté pour revenir sur CNews en 2019, il dit que c'est Vincent Bolloré qui l'a contacté et qu'il constate qu'ils ont des points de convergence intellectuelle. Là, tout est dit, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'Éric Zemmour vienne sur CNews, c'est non seulement à cause de l'audience qu'il est censé faire, mais il y a aussi de l'idéologie derrière ça. C'est pas par hasard qu'on le laisse, pour la première fois, en fait, complètement sans contradicteur. C'est pas un débat. C'est Éric Zemmour en majesté, c'est l'avis d'Éric Zemmour. En septembre dernier, malgré de très bonnes audiences, CNews doit se résoudre à écarter son chroniqueur vedette. Le CSA considère qu'Éric Zemmour est devenu un acteur du débat politique national et exige le décompte de son temps de parole. Privé de tribune quotidienne, même s'il reste largement médiatisé, Éric Zemmour se présente comme une victime du système. À l'en croire, tout serait fait pour l'empêcher de poursuivre sa route.
Dans son dernier livre, Éric Zemmour anticipe les angles d'attaque de ses adversaires pour nuire à sa candidature. On me promettait 1000 coups bas, 100 coups tordus. Tu auras un contrôle fiscal. Mediapart est déjà sur ton dos, ils vont te trouver une fille qui t'accusera d'agression sexuelle, de viol. C'est facile aujourd'hui. Quand il écrit ces lignes, Mediapart a déjà publié 2 articles dans lesquels 7 femmes au total accusent Éric Zemmour d'agression ou de harcèlement sexuel. Elles parlent de baisers forcés, de caresses non sollicitées. Les femmes qui nous ont parlé au cours de ces enquêtes, voilà, rapportent un comportement qui est assez systématique de tout d'un coup d'avoir envie, disent-elles, de se servir en fait. Elles ont eu l'impression que, en fait, d'être une jeune femme qui finalement, aux yeux d'Éric Zemmour, aurait été à sa disposition. C'est la manière dont elles l'ont perçue, et elles sont plusieurs à l'avoir perçue comme telle. C'est conforme à des déclarations d'Éric Zemmour lui-même sur les femmes, sur la sexualité masculine, sur la virilité des hommes, qu'il a non seulement dit voilà, devant des caméras, mais qu'il a aussi publié dans ses ouvrages, notamment Le Premier Sexe. Pour l'heure, aucune femme mettant en cause Éric Zemmour n'a porté plainte. Son avocat balaye les révélations de Mediapart. Ils ont fait une enquête, c'est eux qui le disent, d'1 an. Avec 3 journalistes sur ces sujets-là. Ils ont recueilli quoi? Rien que le procureur de la République n'a repris pour poursuivre. Alors que d'habitude, les procureurs de la République sur ces matières-là, dès qu'il y a une information, ouvrent une enquête, même si les faits sont prescrits. Là, rien. Donc c'est un pétard mouillé. Éric Zemmour tente même de retourner ses accusations à son avantage. À Nice, il assène que ce n'est pas lui qui menace les femmes, mais son ennemi de toujours, l'islam. En vérité, aujourd'hui, le plus grand défenseur des femmes, celui qui les défend contre leur vrai danger, c'est-à-dire la violence, la brutalité, le meurtre même parfois, c'est moi. Éric Zemmour semble vouloir briser les ultimes tabous. Dans son dernier livre, il met sur le même plan le terroriste Mohamed Merah, que ses parents souhaitaient enterrer en Algérie, et certaines de ses victimes. On a su aussi que les enfants juifs assassinés devant leur école confessionnelle de Toulouse seraient, eux, enterrés en Israël. Assassins ou innocents, bourreaux ou victimes, ils voulaient bien vivre en France, mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France. Étrangers avant tout et voulant le rester par-delà la mort. Le père et le grand-père de 3 des victimes des attaques terroristes, Samuel Sandler, lui répond dans le quotidien Le Monde. Il rappelle que sa grand-mère Pauline Walter, arrêtée au Havre par la police française en mars 1943, est morte en déportation en Pologne. Je pense qu'elle aurait préféré être enterrée auprès des siens en France, au cimetière de Wissembourg dans le Bas-Rhin, où notre famille est inhumée depuis le XVIIIe siècle. Devant ses partisans, à Nice, Éric Zemmour revient sur le scandale. Il commence par s'en prendre à la presse, qui aurait déformé ses propos. On m'a expliqué que j'avais mis dans le même sac le criminel et les victimes. Ben voyons. Mais au micro, il écorche le nom des enfants Sandler. Les enfants Santander l'a refusé. Puis une seconde fois encore. Et ces enfants-là, Santander, ont été enterrés en Israël. S'apercevant de la faute répétée, Sarah Knafo griffonne sur un bout de papier le nom exact des 3 victimes. Trop tard, l'erreur ne sera jamais corrigée. Le meeting à peine achevé, elle informe Éric Zemmour de sa bévue et lui montre l'anti-sèche qu'il n'a pas remarquée, avant de la dérober à la vue des caméras. Ni à Nice, ni après, Éric Zemmour ne s'excusera. Loin de faire marche arrière, il en rajoute, un mois plus tard, sur RTL. Monsieur Sandler est malheureusement, et c'est tout à fait, je le comprends très bien, obsédé par sa douleur, et c'est tout à fait légitime. Il est aussi, je le crains, manipulé par des avocats qui veulent se servir de lui pour me combattre. Il est manipulé, vous pensez? Je pense que malheureusement, il est, pas la parole de en tout cas, il est instrumentalisé. Le scandale comme carburant. Éric Zemmour adopte la méthode Trump pour rester à la une des médias, estime Roger Cohen.
le chef du bureau du New York Times à Paris, identifie un second point commun entre les deux hommes. Je crois que Zemmour et Donald Trump, ils présentent les gens avec une idée que ce monde plus simple, moins contrôlé, où on pouvait rouler à 150 à l'heure sur l'autoroute, où les hommes blancs au moins faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont un dogme qui est un dogme nationaliste et raciste aussi. Ils se rendent compte que les gens sont frustrés, qu'ils sont crispés, qui craignent pour l'avenir de leurs enfants, qui voient des jobs qui disparaissent, qui ne comprennent pas trop la globalisation. Il y a beaucoup de gens pour qui cette nostalgie résonne. Aux États-Unis, grâce au récit fantasmé du « c'était mieux avant », Donald Trump a conquis le pouvoir. Éric Zemmour, qui fait le même pari, peut-il aller aussi loin ?